Voilà, nous sommes en direct. Bonjour à tous. Vous avez peut-être participé à la table ronde précédente qui s'appelait Pour une alimentation saine, bonne, durable pour tous. Eh bien, cette fois-ci, la table ronde qui suit s'intitule Comment assurer à tous un minimum vital pour se nourrir dignement. Alors, c'est vraiment une question qui est au cœur de l'actualité parce que ce sont aujourd'hui 10 millions de personnes qui sont en situation de précarité alimentaire, dont 7 millions sont bénéficiaires de l'aide alimentaire, soit près de 3 fois plus qu'en 2009. Et de nombreuses études montrent le lien direct entre précarité économique, évidemment, et précarité alimentaire. Donc, se nourrir dignement, c'est pouvoir choisir son alimentation et notamment accéder à une alimentation de qualité, c'est pouvoir acquérir une autonomie et devenir progressivement acteur de sa propre consommation. Donc, l'alimentation de qualité, on l'a vu dans le débat précédent, nous concerne tous, car cela répond notamment à des enjeux sanitaires et environnementaux fondamentaux. Et bien entendu, pour accéder à une alimentation de qualité, la première barrière d'un accès effectif, ça reste la contrainte budgétaire. L'alimentation est une variable d'ajustement du budget des Françaises et des Français. Bien que d'autres barrières existent, ça on le sait, il y a l'accès pratique, c'est-à-dire la localisation géographique et par là même l'offre en termes d'alimentation, la mobilité, la capacité à se déplacer, les équipements de cuisine dont on dispose, etc. Il y a aussi un problème d'accès social et culturel, c'est-à-dire le fait de se nourrir dans le respect de son identité, de ses traditions, de sa culture. Et puis, il y a l'accès citoyen, c'est le fait d'être informé et de devenir acteur de sa consommation. Alors, aujourd'hui, si on veut ordonner la possibilité pour les personnes en situation de précarité alimentaire de se nourrir dignement, ne faut-il pas leur donner un revenu décent? Alors, c'est évidemment une question qui a été posée à l'échelle nationale à travers le revenu de base ou ce qu'on appelle le revenu universel, l'allocation universelle. Ça sera posé aussi à travers cet atelier, à travers la sécurité sociale de l'alimentation. Et au-delà de ça, comment donner les moyens aux personnes démunies d'accéder à une alimentation de qualité, comment leur permettre de devenir acteurs de leur propre consommation, ce qui pose la question de la démocratie alimentaire et ce qu'on appelle le droit à l'alimentation. Alors, pour discuter de tout ça, nous avons 3 intervenants. Pour l'instant, 2 qui sont en ligne, j'espère un troisième qui a des problèmes de connexion. Il y aura des expérimentations et des études qui vont être comment dire, apportées comme réponse. Une première réponse se situe à l'échelle nationale, c'est la sécurité sociale de l'alimentation et elle vous sera présentée en premier. Une deuxième réponse qui est portée par une collectivité locale, si elle vient, qui est située dans le Nord, Grande-Synthe, 23 000 habitants, avec le revenu minimum social garanti. Et enfin, une réponse territoriale qui est portée par des acteurs de la société civile, avec le projet Terra, comme territoire, c'est tous ensemble pour un revenu d'autonomie, je ne sais pas si je me trompe dans le titre, dans le Lot et Garonne. Donc, on va commencer par Tanguy Martin, qui est bien là, présent. Ah, je vois que Clément Caillol est arrivé aussi, c'est parfait, nous avons les 3 intervenants. Donc, Tanguy Martin fait partie d'ISF, ingénieur sans frontières, du groupe Agrista, Agriculture et Souveraineté alimentaire, avec dans le cadre de l'ISF, il y a une réflexion qui existe sur la sécurité sociale de l'alimentation. Donc, je vais te demander de présenter à la fois les motivations de ce projet, ses principes et son fonctionnement, de façon relativement rapide, de façon à ce qu'on puisse dialoguer avec les participants et répondre à leurs questions. À toi, Tanguy. Merci Marc. Bonjour à toutes et à tous. Je sais qu'on est là pour parler d'économie, mais je vais commencer par la question des droits, parce que Marc a mentionné le droit à l'alimentation. Je vais essayer de rentrer par cette porte d'entrée. Il y a différentes portes d'entrée pour aboutir à cette question de la sécurité sociale de l'alimentation, mais je vais rentrer par les droits aujourd'hui. Et je vais rentrer par trois droits ou 3 grandes catégories de droits qui sont bafoués. En premier lieu, ce fameux droit à l'alimentation, qui est pour le coup un droit assez fondé, qui est dans l'article 25 de la Déclaration des droits de l'homme et qui est décliné de multiples manières à travers de multiples déclarations, notamment au niveau international, mais qui n'a jamais été réalisé complètement en France, même s'il y a un embryon à travers la question de l'aide alimentaire
mais qui n'est absolument pas la réalisation du droit à l'alimentation, et j'essaierai d'y revenir un peu plus en détail après. Le deuxième, c'est le droit des travailleurs le long des filières agroalimentaires qui aboutissent à la production des biens alimentaires, codifiés à la fois dans les conventions de l'OIT, plus ou moins ratifiées par les États, plus ou moins appliquées aussi par les États et par les organismes employeurs, et puis les droits des paysans qui commencent à peine à être à être codifiés. Hop, je me mets, comme le demande Maël Le Saunier, en grand écran. Je ne sais pas si ça joue sur vos écrans. Et donc, qui commence à être codifié par l'ONU, mais de manière très récente. Et encore une fois, un problème sur les conditions de travail et les revenus des paysans, y compris en France. Donc, Marc a parlé des problèmes de recours à l'aide alimentaire pour la question de l'alimentation en France. Voilà, les paysans, le fameux chiffre a tourné d'un tiers des paysans qui toucheraient moins de 350 euros par mois de revenus, et tout un tas d'autres chiffres qui sont assez problématiques sur ces questions-là. J'y reviens pas. Le suicide des paysans qui a été mis à l'agenda, notamment par le film Au nom de la terre, est aussi une de ces manifestations. Troisième catégorie de droits qui sont bafoués, qui pour le coup sont encore très peu codifiés et qui sont à peine émergents, et on le voit avec notamment le retour de la question du crime ou du délit d'écocide qui est un petit peu sur le devant de la scène aujourd'hui. Ce sont les droits de l'environnement, le droit des non-humains, qui soient d'un point de vue individuel, mais surtout d'un point de vue global et systémique, écosystémique, qui, pareil, sont problématiques. Et les filières agroalimentaires, pas seulement l'agriculture, ont un impact majeur sur l'environnement, et donc ça doit être absolument pris en compte. Donc, une fois qu'on a dit ça, à Ingénieurs sans frontières, Agrista, nous, on n'envisage pas de régler des questions de droit sans passer par la question de la démocratie. Et donc, moi, je vais essayer de vous parler d'une manière, en France, serait d'instaurer une démocratie alimentaire qui permettrait, en premier lieu, l'instauration du droit à l'alimentation, et en second lieu, de répondre aux questions de droits des travailleurs et des droits de la nature. Je vais me permettre, en plus de répondre à côté de la question de la conférence, je m'en étais déjà excusé auprès de Marc au préalable, je réitère, puisque pour nous, l'idée d'un minimum vital pour une alimentation digne est déjà problématique, voire oxymorique en soi, le minimum vital n'étant a priori pas la dignité. Et plutôt que de s'enferrer dans des débats philosophiques sur ces notions-là, on va essayer de préférer justement de définir un système universel qui permette l'accès au droit à l'alimentation pour toutes et tous, plutôt que de penser en termes de minorité d'action pour permettre aux pauvres de peut-être accéder à l'alimentation. Et j'en profite quand même pour expliquer un petit peu plus la question de l'aide alimentaire et de l'indignité de l'aide alimentaire. L'aide alimentaire aujourd'hui est malheureusement calibrée sur un système de défiscalisation qui vise à valoriser les invendus de l'agro-industrie. Et je vais être très caricatural et très provocateur, ça permettra certainement de lancer les débats après, qui font que les pauvres sont la poubelle éthique de la surproduction du système capitaliste dans l'alimentation. Voilà. Donc, une fois que ça s'est dit, je vais essayer de détailler un tout petit peu qu'est-ce on entend par sécurité sociale de l'alimentation. Notre idée étant de proposer un système analogique à celui de l'assurance maladie, qui présente l'avantage d'être existant et d'être défendu majoritairement par la population française, et donc d'être un système a priori plutôt acceptable et qui nous est souvent retourné comme utopique, mais comme très certainement la mise en place de l'assurance maladie, même si c'était dans des conditions très différentes, l'a été en son temps. Donc, notre principe, il est en 3 points. Le premier, c'est une allocation de 150 € par mois et par personne habitant sur le territoire métropolitain, donc vraiment un système universel, inconditionnel pour le coup. Ces 150 €, et c'est le deuxième point,
pourraient être dépensés pour l'acquisition de produits conventionnés, c'est-à-dire pas pour n'importe quel produit alimentaire, mais pour des produits alimentaires qui seraient conventionnés par des caisses de sécurité sociale de l'alimentation et gérés démocratiquement. Et donc, il y aurait un marché, un sous-marché qui serait conventionné avec un certain nombre de producteurs et qui serait accessible pour la dépense de cette allocation spécifique de 250 € par mois. L'idée étant bien sûr qu'il y a une définition démocratique à l'échelle de caisses territoriales qui définirait les critères du conventionnement, en sachant que la base de ce que nous souhaitons serait en premier lieu un juste prix de rémunération des producteurs dans ce conventionnement, de ne pas pouvoir aller en dessous de ça. Et la deuxième chose qui peut-être fera aussi plus débat, la question de travailler avec des acteurs qui ne font pas de profit lucratif, de sortir ce marché solvable, on va dire, du capitalisme au sens très large du terme, en tout cas du profit. L'analogie avec la sécurité sociale et l'assurance maladie étant d'éviter ce qui se passe aujourd'hui avec l'industrie pharmaceutique et les profits monstrueux qui sont faits sur les cotisations sociales. Ça m'amène au troisième point, donc j'ai bien dit allocation, conventionnement et le financement de tout ça, puisque c'est quand même souvent le nerf de la guerre, qui passerait par la cotisation sociale, donc une socialisation primaire des revenus qui permettrait de financer ce système-là. Voilà, je n'irai pas forcément beaucoup plus loin là-dessus, mais en tout cas, voilà, l'idée vraiment d'une analogie avec l'assurance maladie pour la réalisation à la fois du droit à l'alimentation et dans un même temps l'instauration d'une démocratie dans l'alimentation en France, peut-être en ouverture et pour rattacher peut-être à des débats d'économie, l'idée serait aussi de faire de l'alimentation en commun et donc d'avoir une gestion de l'alimentation en commun adaptée à la culture française en passant par là, la réalisation de l'alimentation comme commun pouvant être gérée certainement d'autres manières, dans d'autres contextes, dans d'autres zones géographiques qui n'ont pas forcément voilà, les mêmes histoires. Mais en tout cas, c'est ce qu'on propose de faire en France. Et pour reterminer, de dire que c'est pas une idée qu'on porte tout seul dans notre coin avec Ingénieurs sans frontières Agrista. On participe à un collectif de travail qui regroupe un certain nombre d'organisations. J'aurai peut-être le temps de les détailler plus tard, qui porte voilà, quelque chose qui est assez proche de ce que je vous ai décrit, même s'il peut y avoir des débats, même en interne, et des divergences sur comment pourrait être instaurée cette sécurité sociale de l'alimentation. Oui. Voilà. Pour une première partie, je pense que j'ai respecté les 5 minutes, Marc, j'espère. Bravo Tanguy. En fait, je pense pour faire suite à la conférence précédente, à la table ronde précédente sur l'alimentation saine, comment, dans la sécurité sociale de l'alimentation, on concilie la démocratie alimentaire et le respect de l'environnement. En tout cas, c'est-à-dire comment sont conventionnés les produits, justement. Est-ce qu'il y a des critères de qualité qui sont respectés? Je sais que c'est un débat assez classique, mais c'est important de le préciser. Oui, alors c'est effectivement un point de débat qu'on a avec énormément de nos partenaires. Notre idée, c'est que, à part les 2 critères que je vous ai évoqués, de ne pas mettre de critères a priori de conventionnement et donc de laisser les caisses de sécurité sociale de l'alimentation définir leurs critères avec malgré tout l'idée d'une articulation, notamment sur les critères environnementaux qui pourraient en sortir, de pouvoir fixer un cadre national qui serait une remontée de certains critères environnementaux qui ont une vocation globale. C'est-à-dire décider à l'échelle d'une communauté de communes ou d'un département d'une règle climatique n'a strictement aucun sens. Et donc, cette règle climatique qu'il y a, il faudrait que l'ensemble des caisses de sécurité sociale de l'alimentation se mettent d'accord sur une règle climatique qui s'appliquerait à tout le monde. L'idée étant partir de la base. C'est vrai qu'on a un certain nombre de partenaires qui nous ont fait des remarques, notamment en reliant ça à la question de l'accord de Paris, en disant il serait normal qu'on respecte l'accord de Paris
à travers cela. Sur le fond, on est absolument d'accord et ISF Agrista est vraiment militant de tout un tas de mesures environnementales autour du climat, de la biodiversité, de la protection de l'eau, des sols. On est des militants de l'agriculture biologique. Donc, on est clairement positionné sur ces enjeux-là. Et la seule chose, c'est que nous, on aimerait avoir un vrai cadre démocratique pour convaincre les gens et avoir une vraie information qui permette de prendre des décisions collectivement plutôt qu'elles soient imposées par le haut. Et c'est vrai que ce qui s'est passé avec les Gilets jaunes il y a 2 ans semble, en tout cas, je sers mes propres arguments, évidemment, nous donner raison, avec l'idée qu'on impose les règles environnementales par le haut sans en avoir eu la capacité de débat. Et finalement, ce qui s'est passé avec la Convention citoyenne pour le climat, même s'il y a eu énormément de biais méthodologiques qu'on pourrait déplier, nous renforce un petit peu dans cette idée que lorsqu'on n'est plus bloqué par la question de la solvabilité et qu'on a la capacité de prendre le temps de décision en connaissance de cause, on est à peu près sûr que les gens majoritairement ne prendront pas la voie du suicide écologique et décideront de sauver et la planète et leurs existences qui sont intimement liées. Donc voilà, la volonté de faire émerger par la démocratie cette question-là plutôt que de l'imposer par le haut qui aboutit à des effets négatifs et qui en vient parfois à opposer démocratie et environnement alors que les deux sont pour nous intimement liés et l'un ne pouvant pas passer sans l'autre. D'accord. Merci. Alors, il y a deux questions qui ont été posées que je relais. Alors, la première, c'est pourquoi se limiter aux territoires métropolitains, quid des territoires d'outre-mer? Donc, c'est peut-être quelque chose qui, une formulation limitante. C'est absolument un abus de langage. Je m'excuse platement pour les ultramarins. Non, c'est pardon le territoire français. Et enfin, si c'était possible, là, on travaille sur un système de droit possible à l'échelle de la France, mais pourquoi pas à l'échelle de l'Union européenne, avec qui on peut participer, on peut par contre partager un certain nombre de mécanismes. Donc vraiment, toutes mes excuses pour les ultramarins. Il n'y avait aucune volonté de sécession de la métropole sur le droit à l'alimentation. Voilà. Et l'autre question, c'est la suivante. Cela permettra de rémunérer les agriculteurs pour la réalisation des services écosystémiques environnementaux? Point d'interrogation. Alors, non. Non, non, et je vais vous expliquer pourquoi. Alors, je vais pas pouvoir avoir un temps de présentation très très long là-dessus, et je renvoie tous ceux qui veulent réfléchir sur cette question des paiements pour services environnementaux à la définition qui est donnée par la plateforme Pour notre PAC, à laquelle nous participons avec de multiples autres acteurs, qui donne une définition très particulière des paiements pour services environnementaux. Je n'ai pas forcément le temps de m'appesantir là-dessus, sauf si on me relance. L'idée étant que notre approche est qu'il faut payer les agriculteurs pour leur travail. Et donc là, on ne paye pas la nature pour la nature et on ne paye pas un manque à gagner pour des pratiques qui sont nocives en elles-mêmes. Donc notre idée, c'est bien de payer le travail et j'ai envie de dire pour le coup, dans une perspective marxiste, qui est que seul le travail crée de la valeur. Donc ce qu'on rémunère, c'est de la valeur produite par le travail. Et donc dans ce cadre-là, il y a le service alimentaire qui est payé, qui est fourni par le paysan et qui va donc être rémunéré à travers les marchés alimentaires, que ce soit ceux de la sécurité sociale de l'alimentation ou ceux d'un marché. On n'abolit pas les marchés alimentaires en dehors de la sécurité sociale de l'alimentation, donc il sera possible d'acquérir d'autres produits non conventionnés ou conventionnés en dehors de cette allocation de 150 euros. Les services environnementaux sont fournis à la collectivité dans son ensemble et pas à des individus, et donc sont à contractualiser à travers la PAC entre la société et les paysans, et pas forcément entre les individus qui vont réagir sur un marché, même si ce marché est déconnecté d'autres marchés. Donc voilà un petit peu l'articulation entre un marché, entre un échange, une contractualisation environnementale à travers des paiements pour services environnementaux qui seraient donc liés à une contractualisation sociale via la PAC, et ensuite
un conventionnement avec les paysans à l'échelle de caisse de sécurité sociale et d'alimentation, qui serait une définition, on va dire, collective des services alimentaires requis par territoire. Et enfin, un dernier marché alimentaire de rémunération des paysans hors du conventionnement par rapport à d'autres biens et services alimentaires et ou agricoles qui seraient fournis par les paysans en dehors du conventionnement. Oui. Peut-être dernière question aussi, après on passera au deuxième intervenant. C'est la question de l'articulation entre cette proposition-là et le revenu universel. C'est parce que forcément, effectivement, cette question de revenu universel a été posée pour essayer de pallier aux questions de la précarité en général, notamment. Est-ce que c'est une proposition alternative, une proposition complémentaire? Comment est-ce que vous vous situez par rapport à ce projet? Alors, nous, on n'a pas de positionnement sur la question du revenu universel ou sur la question, puisqu'on travaille avec des gens qui sont positionnés sur la question du salaire à vie, qui est une proposition encore différente. On ne se positionne pas sur ces propositions et elles pourraient éventuellement être complémentaires. La question du revenu universel de base ou la question du salaire à vie ou salaire à la qualification attribuée à la personne ne résolvent pas cette question de la démocratie alimentaire. Donc, notre proposition pourrait très bien être mise en place indépendamment d'un revenu de base ou d'un salaire à vie, mais elle pourrait aussi rentrer en complément avec ces initiatives. Et donc, moi, je me positionnerai pas en tant que membre d'Ingénieurs sans frontières à Agrista pour ou contre. Après, je peux avoir, en fonction des différentes propositions, puisque je ne pense pas qu'il y ait une proposition, on a un spectre de propositions très large, de propositions qui me paraissent très progressistes à des propositions qui peuvent être tout au contraire assez néolibérales et très nocives. Donc là, j'aurais du mal à me positionner comme ça de but en blanc. Et je me permets de rebondir sur ce qu'écrit Francine Narbal, qui fait partie des gens avec qui on travaille sur cette proposition collectivement, sur la question de 50 € pour ne plus humilier les pauvres, les précaires, en supprimant la charité. Oui, effectivement, je le reprécise si ça n'était pas clair, l'idée d'un droit universel, c'est de sortir de l'idée de charité et de très souvent l'idée que les pauvres ne savent pas se nourrir et donc il faut qu'ils remplissent des conditions. Et on a tout un tas de témoignages assez effrayants de ce qui peut se passer aujourd'hui dans des dispositifs d'aide alimentaire, pavés de bonnes intentions, mais qui amènent à un contrôle des pauvres. Et donc les pauvres doivent se justifier de ce qu'ils consomment au centime près, alors que les riches, entre guillemets, peuvent consommer n'importe quoi, n'importe comment, détruire la planète sans avoir à se justifier auprès de personne, ce qui induit vraiment une polarisation, une dualisation de l'alimentation qui va de fait avec une dualisation de la société. Et donc, si on veut faire société, il faut être capable de manger ensemble quelque part, de redevenir des commensaux et donc de sortir de cette dualisation de politique de charité, de politique pour les pauvres. Une politique pour les pauvres est systématiquement une justification de l'inégalité d'accès aux ressources et donc de l'inégalité de richesse. D'accord. Bah, en tout cas, merci Tanguy pour cette proposition très intéressante qui fait beaucoup débat. Et donc, maintenant, je vais passer la parole à Clément Caillol. Donc, Clément Caillol qui est chargé de mission à la ville de Grande-Synthe. Je rappelle que c'est donc une ville du Nord qui a 23 000 habitants et dans lequel le revenu minimum social garanti est une proposition qui est en expérimentation depuis, je crois, mai 2019. Donc, ce que je vais demander à Clément, est-ce que tu peux nous exposer un petit peu les principes qui ont été mis en place à travers ce revenu minimum social garanti? Et puis, comme tu travailles là-dessus et je crois que tu fais un travail d'évaluation, est-ce que tu as des premiers résultats d'évaluation qui peuvent être présentés après 1 an et demi d'expérimentation? Alors, en premier lieu, je vais vous demander si vous m'entendez et si vous me voyez. Parce que moi, en fait, j'entends pas Marc depuis tout à l'heure. J'ai dû aller sur mon téléphone pour entendre Marc. Je vois que Tanguy. Tanguy, est-ce que tu peux faire un signe avec la tête si tu m'entends?
On t'entend, on te voit. Donc, ouais, j'ai quelques problèmes techniques. J'espère que ça ne va pas couper. Donc, bonjour à toutes et tous. Et donc, merci pour cette organisation adaptée. Je sais que ça n'a pas été facile. Je vais donc vous présenter le minimum social garanti. En premier lieu, je voulais avoir une pensée, en tout cas à titre personnel. Je pense que ça a déjà été fait, mais pour Philippe Frémaux, qui a été l'initiateur de ces journées. Et j'ai, en tout cas, moi, pu largement me construire grâce à ces réflexions et analyses, et notamment ces nombreux écrits dans Alternative économique. Donc, je voulais commencer par ça. Et maintenant, donc, la question principale, donc, qui suis-je et pourquoi suis-je ici? Donc, Marc m'a probablement présenté, je vais le faire aussi parce que j'ai pas entendu ce moment-là. Donc, je travaille pour la ville de Grande-Synthe en tant donc, que chercheur, puisque je suis également doctorant en économie et sociologie au laboratoire donc CLERC à Lille. Et je suis ici donc pour vous présenter succinctement la mise en place par la ville de Grande-Synthe en 2019 d'un dispositif d'aide sociale municipale donc, qui s'appelle le minimum social garanti. Donc sur ce territoire industriel qui fait partie de l'agglomération dunkerquoise, donc au nord, bien plus au nord, c'est peut-être pour ça que ma connexion Internet ne marche pas très bien, la ville, dans la lignée d'une politique issue d'idées d'un socialisme municipal, donc des années 70-80, souhaite s'investir largement pour sa population et donc notamment investir largement dans les services publics au service d'une population qui est dans une forte situation d'insécurité sociale avec un très fort taux de pauvreté donc 31% de taux de pauvreté. Si on prend le taux de pauvreté à 60% du revenu médian, j'y reviendrai, ou alors à 17% de taux de pauvreté pour toute la population de la ville, si on prend celui à 50% du revenu médian, et également donc un taux de chômage aux alentours de 29%. Donc la ville, grâce à des ressources fournies par l'industrie notamment, met en place de nombreux services publics pour la population. Et c'est dans cette idée, et avec la volonté également, donc on en parlait tout à l'heure rapidement, de s'inscrire dans un débat national autour de la question de la pauvreté, des minima sociaux et dans une certaine mesure du revenu universel, que le minimum social garanti a été mis en place. Il s'agissait donc pour la ville et le maire de l'époque, Damien Carême, d'éradiquer la pauvreté au niveau de la ville. Donc cette politique est évidemment toujours poursuivie aujourd'hui et concerne donc environ 600 foyers qui ont été touchés ou touchent actuellement cette aide, ou 1800 personnes donc dans cette ville de 23 000 habitants. Donc j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais vous présenter en quoi consiste le dispositif. Et en gros, il consiste à changer les modalités de l'action sociale locale pour assurer de manière plus régulière que les aides traditionnellement apportées par les centres communaux d'action sociaux, une aide au foyer. L'objectif est de faire parvenir toutes les familles, donc je vous parlais tout à l'heure du seuil de pauvreté, au moins au niveau du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, ce qui est 855 € par unité de consommation. Au moment de la mise en place, aujourd'hui, ce seuil de pauvreté est aux alentours de 885 €, il me semble. Donc concrètement, il s'agit de compléter les ressources des foyers avec une aide qui est accordée pour 6 mois et de leur assurer donc au moins le seuil de pauvreté. Pour vous donner un exemple un peu plus concret, une personne seule qui toucherait le RSA plus les aides au logement peut espérer avoir un revenu de 734 € par mois et le minimum social garanti lui assurera donc 121 € supplémentaires pour le faire parvenir ou la faire parvenir au niveau du seuil de pauvreté. Donc voilà là-dessus pour cet exemple. Et je t'entendrai pas, Marc, donc si tu veux me couper, il faudra, je pense, passer par le chat. Donc pour les éléments un petit peu de bilan, la moyenne, en tout cas du minimum social garanti qui a été versé par foyer, donc depuis le début, est de 284 €. Donc avec évidemment des disparités importantes, donc 284 € mensuels, en fonction de la composition du foyer et du niveau de ressources, avec parfois des aides très inférieures ou alors des aides supérieures, parfois aux alentours de 1 000 € pour le foyer, ce genre de choses-là. Et donc moi, j'ai travaillé en tant que chercheur et que chargé de mission à la mairie sur les effets de ce dispositif, et j'ai coordonné cet été un travail d'étude auprès des bénéficiaires où il s'agissait de s'intéresser aux effets d'un tel dispositif pour les personnes qui le reçoivent ou l'ont reçu, notamment sur la question spécifique de l'alimentation, puisque c'est ce qui nous intéresse ici. Les réponses ont été intéressantes parce qu'on avait posé une question ouverte, donc sans proposition de réponse aux participants, sur comment ils affectaient cette aide supplémentaire dans leur budget. Et la réponse principale qui a été apportée, c'était donc l'achat de nourriture pour plus de 60% des personnes qui ont répondu.
Donc 61% des personnes qui ont répondu à ce sondage disaient que en priorité, ce que permettait l'aide, c'était un achat de nourriture. Et ça corrobore en gros des retours plus qualitatifs qu'ont eu les travailleurs sociaux, donc qui accompagnent les bénéficiaires, où les personnes en fait partagent le fait que grâce à cet argent supplémentaire, ils se permettent plus souvent, ou alors tout simplement, ça leur ouvre la possibilité d'acheter de la nourriture de meilleure qualité, voire d'acheter de la viande de temps en temps. C'est vraiment ce type de retour qu'ils ont, en tout cas sur cet impact de l'aide supplémentaire, sur la possibilité de mieux se nourrir, ou presque parfois, je dirais, sur la possibilité de se nourrir correctement. Et quand je dis correctement, c'est sans jugement normatif sur la manière de consommer, mais dans des populations largement précarisées, d'éviter la sous-nutrition qui existe aujourd'hui encore en France. Et donc, voilà pour la présentation du dispositif. Simplement, en termes d'ouverture, je voulais dire que je note quand même dans l'étude que je suis en train de mener que 25% des bénéficiaires donc, du minimum social garanti déclarent avoir dû tout de même recourir à d'autres aides que celle-ci, malgré donc ce versement régulier. Et souvent, ça se tourne vers des aides alimentaires. Donc, en fonction de la situation des foyers, parvenir à ce seuil de pauvreté ne suffit pas, mais ne suffit pas entre guillemets, forcément pour, en tout cas, être dans une situation stable, même d'un point de vue alimentaire. J'aurai pas le temps de revenir sur plus de choses. J'espère que j'aurai accès à des questions parce que j'ai quand même des problèmes de connexion, si vous m'entendez toujours. Mais simplement, pour revenir sur un contexte un peu plus national, sur cette expérience du minimum social garanti, qui est donc uniquement locale, elle s'inscrit dès le début dans un débat national sur le montant des minima sociaux et leur modalité d'attribution, c'est-à-dire quelle régularité, quelle permanence des minima sociaux. Et aujourd'hui, pour revenir sur le débat sur la pauvreté, donc de nombreux acteurs de la solidarité, mais aussi des chercheurs et des sociologues, demandent une augmentation du niveau des minima sociaux au niveau du seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, donc le seuil de pauvreté qui est à 885 € aujourd'hui, ainsi que l'inconditionnalité du versement des revenus et une ouverture aux 18-25 ans. Et c'est un débat qui est d'autant plus important aujourd'hui, puisqu'avec les chiffres donc de la pauvreté, l'Observatoire des inégalités notamment, qui défend également ce type de revenus, fait des rapports sur la question, et on se rend compte que les derniers chiffres datent de 2018, et qu'aujourd'hui 8,3% de la population, soit plus de 5 200 000 personnes en tout cas, sont en dessous de ce seuil de pauvreté à 50% du revenu médian, donc en dessous de 855 € par unité de consommation. Et avec la conjoncture actuelle, je dirais que ça ne risque pas de s'améliorer. Et j'ai terminé, j'espère que je n'ai pas été trop long, mais je n'entends et je ne vois toujours pas Marc. Bon, tu ne m'entends pas. Peut-être que Tanguy, tu peux prendre le relais de ma question. Oui, on t'entend bien, voilà. Je vais relayer la question de Marc pour toi, Clément. Ce matin, en fait, tu me disais que l'action de Grande Sainte constituait également une précarité par rapport aux actions qu'il était possible de mener dans la lutte contre la précarité. Est-ce que tu pourrais donner aussi, chiffrer un petit peu le nombre de familles qui ont été concernées par cette action et puis en fait le montant de cette aide sociale facultative que ça représente pour la ville et enfin comment ça peut être pérennisé dans le temps? Alors Clément, si tu m'entends, est-ce que tu peux hocher la tête? Marc voudrait savoir finalement combien de gens cette expérimentation a-t-elle touché, quelle somme ça peut représenter au niveau individuel et global, et quelle perspective de pérennisation de l'expérimentation. Ok, vous m'entendez toujours? On t'entend toujours. C'est super. Alors, sur le nombre de personnes, ce que je disais, donc 17% de la population était potentiellement concernée par ce type de dispositif, et aujourd'hui on est aux alentours de 600 foyers qui touchent ou ont touché le dispositif parce qu'il y a des gens qui sont sortis du dispositif parce qu'ils ne rentraient plus dans les critères, parce que soit une personne avait quitté le foyer, soit leur revenu était passé au-dessus en tout cas du seuil, du barème. Et sur les montants en fait sont très 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 variables en fonction des différents foyers et des situations familiales. Et ce que je donnais tout à l'heure comme chiffre, c'est donc une moyenne, mais la moyenne n'est pas forcément ce qui est le plus intéressant sur ce plan-là, de 284 € par mois, donc ce qui fait quand même
un changement substantiel dans le revenu des ménages, avec parfois, donc pour certains foyers, des aides qui vont aller aux alentours de 1 000 € et parfois des aides un peu inférieures parce que l'objectif, c'est donc de faire parvenir à ce seuil de pauvreté. Voilà. Tanguy, tu peux peut-être relayer la question de Francine Narval. Dans votre étude, y avait-il des questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre? Alors, je répercute une question. Dans votre étude, y avait-il des questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre? Donc, une question peut-être de plus de perception. Ok, alors, ouais. Là, j'entends Marc par téléphone, mais je m'entends aussi, c'est un peu bizarre. Puisque j'ai une possibilité de me connecter par téléphone. Donc, je vais essayer de répondre. Alors, sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre, en fait, dans l'étude, la question, Marc tout à l'heure a parlé d'évaluation. Moi, je me place dans une position d'analyse du dispositif. C'est-à-dire que je vais faire une analyse autant de sociologue, en gros, de travail sur le terrain, de comment a été mis en place le dispositif, en gros, comment il a été pensé, à comment il a été appliqué par le travail social. Et aujourd'hui, je suis à cette partie d'études sur les bénéficiaires. Sur les questions sur le ressenti d'être soumis à ces aides pour vivre, en fait, il n'y a pas vraiment d'études. Enfin, on s'interroge pas sur ce plan-là. Effectivement, la question de la stigmatisation du recours à ces aides sociales est importante. Ça rentre dans le cadre de mon étude dans un travail ethnographique finalement d'entretien que je peux faire avec les travailleurs sociaux et avec les bénéficiaires. Mais en fait, c'est compliqué de faire rentrer ça dans la question, dans le questionnaire. Dans le questionnaire, je m'étais interrogé pour interroger aussi le choix d'un seuil de pauvreté pour définir finalement ce qu'est la pauvreté, à une notion beaucoup plus large qui est celle de l'insécurité sociale, où on s'intéresse à plus de paramètres et finalement aux dimensions beaucoup plus multidimensionnelles de la pauvreté et pas uniquement à la question d'un complément de revenu. Donc c'est cette idée de dire que l'insécurité sociale, c'est pas uniquement un rapport personnel et matériel aux conditions de vie, mais également une capacité à se projeter dans l'avenir, donc au niveau territorial, au niveau sociétal et d'un point de vue personnel. Et je suis en train de construire un indicateur sur cette question-là, en tout cas. Sur la stigmatisation, il y a des travaux qui ont déjà été faits sur ces questions-là, effectivement. Mais l'idée, c'est que, en fait, l'expérience de Grande Sainte, donc qui n'est pas eu. On a perdu, je crois, le contact avec Clément. Oui. Il semble qu'effectivement, il ne soit plus en connexion. Du coup, j'attends quelques secondes. Clément? C'est bon, il rebouge. D'accord. On le laisse terminer avant de donner la parole à Frédéric, alors. Ouais. Est-ce que tu nous entends, alors, Clément? Tu peux continuer. Alors, je t'entends encore une fois par téléphone parce que. Et tu peux revenir et tu peux compléter ce que tu dis. Et donc, je vais conclure, je pense, parce que là, ma connexion est encore moins stable si j'ai été coupé et je vais essayer d'écouter Frédéric et j'essaierai de répondre au mieux aux questions par écrit ou par oral si vous m'entendez. Voilà. Eh bien, écoutez, je reprends la parole pour présenter Frédéric Bosquet. Bon, Frédéric Bosquet a travaillé longtemps sur la monnaie complémentaire. Le Sol Violette a été l'un des cofondateurs du Sol Violette à Toulouse. Puis a beaucoup été aussi s'est beaucoup impliqué dans le revenu minimum de base. Il est depuis quelques années investi sur le projet Terra. Alors, je crois que ça veut dire tous ensemble pour un revenu d'autonomie. C'est un projet qui se déroule en Lot-et-Garonne. Voilà, et il va nous présenter donc cette expérimentation qui existe, puisqu'il y avait une phase d'analyse, puis après, je crois que vous êtes entré dans une phase d'expérimentation maintenant. Bonjour à tous. Alors, j'ai préparé 2 ou 3 slides pour pas trop parler. Donc, j'espère que ça va marcher. Je vais partager mon écran parce que j'ai tendance à trop parler, je m'en excuse. Du coup, avec des slides, c'est plus facile pour moi. Alors, je vais juste voir si je peux partager. Vous me direz si vous le voyez. Si vous ne le voyez pas, tant pis, je ne vous les montrerai pas. Est-ce que vous voyez? Tout à fait. Ah, ben c'est formidable. Bravo, Frédéric. Ouais, c'est bon. Alors, donc, la question posée, c'était comment assurer à tous un minimum vital pour se nourrir dignement?
De nouveau, un petit problème de connexion. Frédéric, on t'a perdu. Ah, Voilà. Je crois que tu reviens. Frédéric, c'est figé. Peut-être proposer à Frédéric de désactiver sa vidéo pour qu'il nous présente son diaporama. Ça permettra peut-être de libérer de la Oui, bande passante de son côté. effectivement. Frédéric, tu nous entends? Si tu nous entends, tu désactives ta vidéo et tu te limites simplement à partager ton écran, qu'on voit parfaitement. Alors, il nous a quittés, mais il reviendra. Peut-être que… J'avais une question pour Clément, si j'avais la possibilité, Marc. Oui, bah, vas-y. Attends, il y a Frédéric qui revient, comme ça on reprendra la question après. ça marche. Frédéric, peut-être que si tu partages ton écran, tu nous entends, Oui, oui. Tu désactives ta vidéo. Voilà, ah oui, parfait. très bien. Nickel, j'ai compris. Alors donc, pour expliquer cet écosystème coopératif territorial, qu'est-ce que c'est? Alors, un écosystème territorial, c'est un outil qui va permettre de prendre ensemble les 5 dimensions du développement territorial. C'est-à-dire, il nous faut produire des biens et des services vitaux et durables directement pour la population de ce territoire. Il nous faut les distribuer, c'est-à-dire si on a la production mais qu'on est obligé de passer par un réseau de distribution qui nous capte la quasi-totalité de notre valeur, mais ça ne va pas fonctionner. Donc, il nous faut aussi un réseau de distribution en circuit court pour distribuer cette production à ceux qui en ont besoin. Il nous faut des moyens d'échange, c'est-à-dire de la monnaie en quelque sorte, mais cette monnaie, malheureusement, aujourd'hui, elle ne compte pas ce qui a de la valeur pour nous et elle en retire sur le territoire. Donc, du coup, on a besoin d'utiliser une monnaie qui compte ce qui a de la valeur pour nous et qui est d'abord dépensée sur le territoire. Donc, c'est ce qu'on appelle les monnaies citoyennes locales. C'est pour ça qu'on utilise une monnaie citoyenne locale. Ensuite, on doit valoriser ce qui compte pour nous. Et pour ça, il faut que toutes les personnes de ce territoire aient un revenu suffisant, au moins d'1 € de plus que le seuil de pauvreté, contre-garanti par cette production locale, versée en monnaie citoyenne locale, de telle façon à ce que les personnes qui ont des besoins puissent manifester leurs demandes solvables sur le marché, sinon ça ne marchera pas. Et enfin, il nous faut maîtriser la gouvernance, c'est-à-dire la capacité à mettre en marche cette activité économique avec des lois et des principes de gouvernance qui permettent à tous de participer à qu'est-ce qu'on va produire. Et c'est pour ça qu'on dit souvent à Terra que la monnaie, en particulier quand elle est citoyenne et locale, c'est un bulletin de vote. C'est-à-dire qu'on va voter pour ceux qui produisent des biens et des services pour nous. Alors, sans rentrer dans les détails, juste pour vous dire qu'il y a une 50aine de personnes, maintenant plus de 50, qui ont déménagé ici pour monter cette expérimentation. Il y a une 20aine de personnes qui portent ce projet, on va dire, sur le territoire. Il y a des centaines de visiteurs qui nous aident tous les ans et qui viennent nous rencontrer. Il y a 400 adhérents, 350 contributeurs, bon, et puis quelques chiffres. On est soutenu aussi par des réseaux sociaux et on aime ça parce que c'est très important pour nous de relier l'expérience. Et qu'est-ce qu'on est venu faire, en fait? Eh bien, dans ce territoire, on est venu d'abord occuper une zone de revitalisation rurale. C'est quoi une zone de revitalisation rurale? Elle est décrite par les textes de loi. Hein. Ce sont des zones rurales, ce sont des zones dans lesquelles il y a une baisse de la production vitale, il y a une perte de l'économie résidentielle à destination des habitants, il y a une fuite de capitaux, c'est-à-dire il n'y a plus de capitaux, il y a très peu de revenus. Ces revenus viennent souvent de la redistribution. La population vieillit et les jeunes s'en vont vers les grandes villes, ce qui hausse les coûts sociaux et écologiques à la fois pour les villes vers lesquelles ils arrivent et pour les villes desquelles ils partent. Aujourd'hui, ce n'est pas un phénomène unique, hein, c'est un phénomène qui couvre une commune sur 3 en France. Hein, ça représente près de 14 000 communes, c'est absolument énorme. Eh bien, nous, on est allé s'installer là-bas. On est allé s'installer là-bas parce que justement, c'est là-bas qu'on a besoin de nous. C'est dans ces communes où il y a tout, parce que finalement, dans ces communes rurales, il y a tout. Il y a de la terre, il y a de l'eau, il y a de l'énergie, il y a des personnes, c'est magnifique. Si vous venez chez nous, vous verrez, vous allez pleurer, avoir un coucher de soleil ou un lever de soleil sur Tournon d'Agenais. Donc, c'est vraiment magnifique. Et malheureusement, la plupart des personnes sont pauvres aussi. Et le problème d'alimentation se pose pour elles. Et donc, on est venu s'installer. Et sur un territoire de 30 km autour de notre siège social, on va essayer de monter cet écosystème coopératif. Et la particularité, c'est qu'on va essayer de monter avec toutes les parties prenantes du territoire. Pour nous, c'est très important, toutes les parties prenantes du territoire d'être associées à ce projet. Alors, c'est quoi ces parties prenantes? Ce sont les habitants, les entreprises, les producteurs, les associations de la société civile, les collectivités territoriales, les partenaires financiers et les chercheurs, parce que nous, on s'est associés, vous le verrez tout à l'heure, à un conseil scientifique pour éviter de partir dans les nuages, parce qu'on est très passionnés, donc il faut qu'on nous remette des fois les pieds sur terre.
Et donc, du coup, ensemble, on va construire cet écosystème coopératif. Et la particularité, c'est qu'on va le faire sur 10 ans. Alors, on a choisi ce long terme parce que même si ça s'effondre, on aura fait le maximum qu'on aura pu faire avant que ça s'effondre. Et nous, on pense que les complexités des problèmes qu'on vit nous obligent à avoir une pensée complexe. Et c'est pas parce que je peux dire le mot simple que ce qui me permet de dire le mot simple n'est pas compliqué. Je pense que réduire la simplicité en détruisant la complexité, c'est devenir simpliste. Et malheureusement, la plupart des solutions simplistes aujourd'hui nous amènent dans l'impasse. Donc nous, on a choisi la durée. Ça ne veut pas dire qu'il faut s'occuper de l'urgence, hein, mais on a choisi de penser dans la durée parce qu'on avait besoin de réduire, de travailler sur cette complexité. Donc c'est un choix, on ne dit pas que c'est le meilleur, hein, c'est le choix qu'on a fait. Et ça nous amène donc maintenant à la dernière partie, donc de vous présenter l'écosystème coopératif. Alors, c'est quoi un écosystème coopératif? Donc, vous voyez, d'abord, il est centré autour de ce qu'on appelle… Est-ce que vous voyez mon petit bouton rouge là qui tourne? Alors, oui, on voit. Très bien. C'est pas très très clair, mais on le voit. D'accord. Très bien. Alors, je vais essayer de vous expliquer. Donc, l'écosystème coopératif, il part d'abord d'un comité territorial de dialogue, c'est-à-dire de tous les acteurs qui vont dialoguer ensemble pour construire cet écosystème coopératif. La première chose qu'on va faire, c'est qu'on va collecter des dons, des subventions, de l'épargne et le résultat des entreprises, et on va le réinvestir en fait dans des productions locales et durables qui vont dans le sens des besoins de la population. Donc, on va commencer par l'alimentation, l'énergie, l'eau, l'éco-construction, la mobilité en partage, tout ce qui touche aussi à la formation, à la transition, pour que les gens soient de plus en plus autonomes par rapport à la mise en œuvre de solutions qui les amènent en fait à être le plus en plus résilients possible dans leur maison. Donc, tout ça, on va l'investir dans la production de telle façon à augmenter les productions locales. Parce que s'il n'y a pas de production locale, on aura beau distribuer un revenu, malheureusement, on sera toujours dépendant de ceux qui produisent. Et aujourd'hui, 80% des productions se font par des marchés, par des multinationales et très, très peu finalement à travers l'économie locale. Donc, on doit absolument investir dans la production. Et puis ensuite, on va convertir une partie de ces investissements, de ces collectes en monnaie citoyenne locale, de telle façon à ce qu'elle ne remonte plus sur les marchés financiers. Parce que si on travaille en euros, on va se retrouver au bout de 2,5 transactions avec des transactions qui vont repartir sur les marchés financiers. Donc nous, on ne veut pas. C'est pour ça que cette monnaie, elle utilise une technologie de paiement électronique qui nous permet de mesurer en temps réel où va aller cette monnaie et qui va effectivement la destiner uniquement à des acteurs qui ont été agréés et respectueux des humains et de la nature. Donc, une fois qu'on a converti cet euro en monnaie citoyenne locale, ensuite, on va réaliser des investissements et on va commencer par réaliser ces investissements dans ce qu'on appelle dans des quartiers ruraux autonomes. Alors, je vais vous le présenter juste là, juste que vous le voyez. En gros, c'est un petit quartier rural dans lequel il va y avoir une cinquantaine d'habitants, à peu près 6 millions d'euros d'investissement, pour à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires généré par an, donc 80% en monnaie citoyenne locale. Et ce quartier rural, il va être autonome en alimentation, en énergie, en eau. Les maisons sont construites à partir de sites de filières courtes, donc terre, bois, paille. Et l'équivalent de la moitié de cette production sera autoconsommée par les habitants et l'autre moitié sera vendue dans le territoire dans lequel on se trouve pour que justement ce territoire puisse rentrer en transition. Et donc, nous allons vendre nos productions pour moitié, à peu près un petit peu plus que la moitié, à d'autres territoires pour l'aider aussi à rentrer en transition. Ça va nous gérer un certain nombre de chiffres d'affaires, à peu près 1,5 million d'euros de chiffre d'affaires. Et sur ce chiffre d'affaires, nous allons répartir en 3 parties les résultats finalement de ces ventes. Un tiers vont partir aux entreprises, un tiers aux collectivités territoriales et un tiers à la société civile. Et la société civile, c'est quoi? Eh bien, c'est tout simplement les habitants qui vont habiter ce quartier rural et ils seront à peu près une cinquantaine de personnes. Ils toucheront tous les mois net à peu près 1 000 euros par mois. Ces 1 000 euros par mois, bien entendu, ils seront chargés, c'est-à-dire qu'on paiera nos cotisations, nos impôts, nos taxes, et seront versés à 85% en monnaie citoyenne locale, ce qui permettra d'irriguer le territoire de vie de la force économique qu'on va créer, de telle façon où, encore une fois, que ce revenu d'autonomie qu'on aura collectivement créé ne reparte pas sur les marchés financiers une fois qu'on les aura distribués. Donc ça va générer des revenus d'autonomie.
Ces revenus autonomie, qu'est-ce qu'ils vont faire en fait? Ah pardon, vous ne voyez plus. Ces revenus autonomie, qu'est-ce qu'ils vont faire? Eh bien, ils vont stabiliser la demande solvable de ce territoire puisque les gens maintenant, ils ont des revenus tous les mois. Ce qui veut dire que les entreprises qui vont répondre à leurs besoins vont pouvoir faire de nouveau des plans. Ils vont pouvoir, je vais pouvoir investir parce que maintenant, la demande, elle est solvable, elle est durable. Et donc, je vais pouvoir m'engager dans l'embauche ou dans la création d'entreprise ou dans l'investissement. Je vais pouvoir me développer. Et donc, ça va permettre de revitaliser le territoire qui, ensuite, grâce à l'excédent brut d'exploitation de ces entreprises, vont pouvoir de nouveau investir dans de nouvelles entreprises et devenir progressivement indépendants des capitaux extérieurs, des dons extérieurs et des subventions extérieures. Et quand le territoire aura suffisamment d'excédents, eh bien, qu'est-ce qu'il fera? Il deviendra un investisseur pour de nouveaux quartiers ruraux parce que l'objectif du projet, bien entendu, c'est de mesurer, c'est d'évaluer, c'est de renforcer et ensuite d'essaimer les meilleures pratiques à l'extérieur de notre quartier rural autonome expérimental et de faire en sorte que d'autres puissent s'emparer de la même problématique avec le moins de problèmes possible, justement, puisque nous, on en aura résolu un certain nombre. Ils en auront bien sûr toujours, mais au moins, ils en auront moins que nous, ça c'est sûr. Et pour ça, on se fait aider par un conseil scientifique avec plusieurs chercheurs en économie, en psychodynamique du travail. On a aussi des représentants de certaines collectivités territoriales qui travaillent avec nous. Et tous les ans, en fait, on confronte les réactions du terrain avec nos chercheurs. Et nos chercheurs, avec leur discipline, nous éclairent sur les problématiques qu'on rencontre, qu'on réinjecte dans le projet pour être meilleur l'année suivante, jusqu'à ce qu'on soit capable, après, effectivement, d'essaimer ce modèle à d'autres quartiers ruraux. Voilà, j'espère que je n'ai pas été trop long. Merci Frédéric. Alors, je te relaye une question qui est posée. C'est la conversion en monnaie locale est aussi un risque, non? Alors non, pour quelle raison? Ah pardon, je vais enlever. Comment on enlève le partage? Voilà. Ah oui. Voilà. Tu appuies sur la petite flèche. Parfait. Alors comment alors non, justement, bien au contraire. Le gros problème qu'on a aujourd'hui avec les marchés financiers, c'est que c'est pas qu'il n'y a pas d'argent, il y a trop d'argent. Le problème, c'est que cet argent, en fait, il est stocké sur des titres financiers qui sont extrêmement volatiles et sur lesquels plus personne n'a de contrôle. Enfin, même la Banque centrale européenne ne sait plus quoi faire, en fait, de cette titrisation absolument monumentale. Je vous rappelle, c'est 98% des transactions en monnaie se font sur les marchés financiers, en euros, bien sûr. Et donc, je peux vous assurer que c'est vraiment absolument ingérable. Le fait de prendre de l'euro, de le déposer sur un compte épargne éthique, puis d'émettre un titre de paiement en monnaie citoyenne locale, c'est un double effet qui se coule. Le premier effet qui se coule, c'est qu'une fois que vous l'avez transformé en monnaie citoyenne locale, ça ne remonte plus sur les marchés financiers. Donc, ça veut dire que vous n'avez plus cette idée qu'au bout de 2,5 fois, la monnaie est détruite sur le plan économique et va servir uniquement à des transactions financières sur les marchés financiers. Donc, cet argent que vous allez transformer en monnaie citoyenne locale, il va rester sur le territoire, il va se mettre à circuler. Et pour vous donner un ordre d'idée, il y a des mesures qui ont été faites aujourd'hui dans pas mal de pays dans le monde à travers les monnaies citoyennes locales. Il y a des chercheurs qui travaillent là-dessus. Avec 1 euro, aujourd'hui, vous créez à peu près 2,5 fois plus de PIB. En plus, c'est un PIB plutôt noir, on va dire, plutôt black. Parce que dans ce PIB, il y a de tout. Hein. Ça va du mirage à la tomate bio, si vous voulez. Donc, c'est du tout et n'importe quoi. Avec une monnaie citoyenne locale, on est entre 6 et 12 fois plus de PIB par unité de valeur créée. Et en plus, 100% de cette monnaie, elle circule localement dans une production responsable et respectueuse des humains et de la nature. Donc, c'est tout bénef. Et en plus, si jamais le système s'effondre, cette monnaie que vous aurez là, en monnaie citoyenne locale, vous pourrez la déconnecter de l'euro. Mais comme vous aurez créé un comité de dialogue territorial avec toutes les parties prenantes du territoire qui elles-mêmes seront certaines que ça marche puisqu'elles le font déjà marcher, eh bien, je peux vous dire que là où il y aura une monnaie citoyenne locale avec un comité territorial de dialogue et des entreprises locales qui seront centrées sur les besoins des populations, ils vont mieux s'en sortir comme plein cœur de Paris, ça je peux vous l'assurer. D'accord. Oui, on va peut-être. Donc, je pense que de toute façon, ça ferait l'objet d'un grand débat sur les monnaies complémentaires. On va peut-être revenir donc à des questions, et notamment la question que Tanguy voulait poser à Clément, je crois, mais sauf que Clément n'est plus là. Hein. J'ai l'impression qu'il s'est déconnecté. Aïe. Donc, je vais relayer aussi une question qui a été posée alors sur la sécurité sociale de l'alimentation. Attends, il y a plusieurs questions qui sont posées.
Alors, Jean-Christophe demande la gratuité pour l'indispensable, alternative plus vertueuse et réaliste aux revenus de base inconditionnels. Ne serait-il pas la solution pour l'alimentation et un vrai tremplin pour accélérer la conversion de l'agriculture? Donc, c'est plutôt donc c'est à la fois une question et une réflexion. Et une autre question, c'est: je comprends le principe de l'autonomie et l'intérêt, mais il n'y a pas de risque que votre monnaie ne soit pas reconnue. Alors, peut-être qu'on ne va pas se cantonner à un débat sur la monnaie, mais on va peut-être revenir donc à aussi la question de Tanguy à Clément Caillol. Je te laisse la formuler. Ouais, je veux bien réintervenir sur la gratuité après, mais c'est une question très, très basique pour Clément. Nous, on observe que sur les consommations alimentaires au niveau, en tout cas français, il y a une espèce de substitution de la dépense alimentaire par la dépense de logement sur les dernières décennies. Or, la dépense de logement n'augmente pas avec le prix de la construction, donc c'est bien économiquement en fait un accaparement de la valeur par les propriétaires. Enfin, on peut parler de spéculation, mais c'est pas uniquement un phénomène spéculatif. Mais en tout cas, il y a vraiment un problème de ce niveau-là. Et donc, est-ce que dans les réflexions à Grande Sainte, parallèlement à ça, il y a une question sur l'encadrement des loyers ou sur la fourniture de logements sociaux qui permettrait de dégager aussi du budget pour des gens qui sont sur des budgets extrêmement contraints. Et donc, voilà, c'est cette espèce de substitution alimentation-logement. Jouer sur l'alimentation, c'est bien, mais qu'est-ce que quid du logement? Est-ce que Clément a entendu la question? Il n'a pas son. Je ne sais pas s'il a. Voilà. On te voit parler, mais on ne t'entend pas, Clément. Quelques problèmes techniques. Bon, alors, on va peut-être en profiter pour reprendre des questions qui ont été posées et qui n'ont pas eu réponse. Clémence pose la question suivante. Où en sont les débats? On reviendra à Clément dès qu'il aura du son. Où en sont les débats pour faire porter la sécurité sociale de l'alimentation sur la scène politique? Quelle échéance espérer pour l'avoir mise en œuvre? On dire aussi que cette approche est développée au sein de certaines collectivités. Donc moi, j'en profite pour poser une question complémentaire. C'est ce projet de sécurité sociale de l'alimentation peut-il être expérimenté à l'échelle locale? Bon, même si c'est un projet macro à l'échelle nationale, est-ce qu'il y a eu des réflexions, des discussions avec des collectivités locales sur cette question? Merci. J'en profite pour dire bonjour à Clémence que j'ai pas croisée depuis un certain temps et je suis très heureux de la croiser aujourd'hui. Alors, sur la question de l'expérimentation, c'est quelque chose qui revient très souvent parce qu'effectivement, aujourd'hui, l'expérimentation est l'alpha et l'oméga du développement de la politique publique. Pas forcément toujours à tort, mais parfois aussi à tort. Nous, vraiment, on considère que ce qu'on propose est un système macro qui n'a aucune capacité à être testé, peut-être en dessous de l'échelle d'une région et peut-être même à l'échelle nationale. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose qu'on dit toujours en boutade, et il me semble qu'il y a eu des interviews de gens qui étaient dans l'entourage d'Ambroise Croizat au moment de la création de la sécurité sociale et l'alimentation et qui témoignaient 10, 20, 30, 40 ans après, qui disaient si on avait dû faire une expérience et regarder qu'est-ce qu'on était en train de faire, on l'aurait jamais fait. Et donc, il y a aussi la possibilité de mener des politiques publiques justement sur ces questions des droits qui ne nécessitent pas forcément de l'expérimentation et qui nécessitent parfois du courage politique. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose est que il y a des collectivités territoriales qui mettent en œuvre des expériences autour des questions de démocratie alimentaire et ça n'est absolument pas concurrent avec ce qu'on défend, bien au contraire, ça fera partie des expériences qui permettront de nourrir les déjà là pour construire une sécurité sociale de l'alimentation. Comme la sécurité sociale et l'assurance maladie n'arrivaient pas de nulle part et il y a eu énormément de choses entre la fin du 19e siècle et la moitié du 20e siècle et qui ont permis l'avènement de l'assurance maladie et de la sécurité sociale plus largement.
Et on a effectivement été contacté par un certain nombre de collectivités territoriales, notamment juste à la veille des élections municipales, mais aussi par un certain nombre de collectifs, associations plus ou moins formelles qui travaillent à ces questions-là et qui ont envie de débattre là-dessus. Je vous renvoie aussi, pour faire la pub de Marc, à une étude Précaline à laquelle il a participé avec le labo de l'ESS, qui détaille un certain nombre de ce type d'initiatives aussi. Donc là, il y a énormément de choses qui foisonnent sur les territoires et donc il faut aller regarder et qu'il faut envisager comme des briques, mais pas comme des expérimentations de la sécurité sociale et de l'alimentation en elle-même. Pour finir sur la question politique et du plaidoyer institutionnel pour que cette question soit prise en compte, pourquoi pas au niveau de politique territoriale ou même à l'Assemblée nationale. Aujourd'hui, ça ne fait pas partie des objectifs qu'on s'est fixés. Notre objectif est un objectif d'éducation populaire et de promotion de l'idée pour qu'elle soit désirable, pour qu'elle soit partagée. Et son portage politique ne nous paraît pas aujourd'hui un objectif rapide à court terme. Il nous paraît beaucoup plus important de l'inscrire dans l'opinion publique, dans la société civile, plutôt que de la fixer. Néanmoins, on a été approché par certaines personnalités politiques avec lesquelles on a pu discuter. Il y a même eu une volonté peut-être de certains députés de déposer un projet de loi donc dans une niche parlementaire avec ça. Aujourd'hui, ça ne s'est pas fait parce qu'il y a d'autres sujets qui ont été mis en avant. Donc voilà, mais en tout cas, il n'y a pas de volonté particulière d'un plaidoyer institutionnel à court terme et la possibilité de mise en œuvre de ce type de solution est très contingente à la question du climat politique et du rapport de force. Encore une fois, dans l'économie et dans la société. Et donc, le moment où une idée est mûre et s'impose d'elle-même, en fait, ne se décrète pas. On peut le préparer, mais ça ne se décrète pas. Et donc, je serais bien aventureux de dire, de donner une durée au bout de laquelle cette idée aurait atteint une maturité politique qui lui permettrait d'être mise en œuvre. Même si on l'espère le plus vite possible, mais en tout cas, elle n'est pas construite pour être un horizon utopique. Elle n'est même pas du tout un horizon utopique, puisque nous, on serait pour une sortie totale du capitalisme et pas juste une sortie de l'alimentation du capitalisme. Donc, elle reste une étape radicale, mais intermédiaire de la sortie du capitalisme. Alors, est-ce que Clément, qui est revenu, nous entend, ou en tout cas entend Tanguy, puisqu'apparemment il m'entend. Alors, est-ce que vous m'entendez? Oui. Parce que moi, maintenant, je vois Frédéric et Tanguy, mais Marc, je t'ai toujours perdu. Mais j'ai bien entendu ta question, Tanguy, tout à l'heure. Je ne sais pas pourquoi nos connexions ne veulent pas se faire, Marc. Je pense que c'est la technique qui essaie de me dire quelque chose. Mais donc, sur la question du logement à Grande-Synthe, on est dans une situation très particulière d'une ville qui a été construite entièrement dans les années 60-70 pour répondre aux besoins de main-d'œuvre de l'industrie. Et aujourd'hui, dans la ville, il y a plus de 60% de logements sociaux. Donc, la question de l'encadrement des loyers, en fait, se pose pas réellement à ce niveau-là. Mais par contre, effectivement, pour la question de l'allocation des budgets, en fait, moi, je travaille aussi sur les modalités du travail social. Et dans le travail que je suis en train de faire d'analyse, donc je fais un travail d'analyse sur ce que ça change concrètement pour les personnes, mais également sur comment finalement les travailleurs sociaux, par la distribution de l'aide, ont une action sur les gestions du budget des ménages. Et dans ce travail-là, on se rend compte que finalement, il y a, donc c'est ce qu'une chercheuse, une sociologue, Anna Perrin-Hérédier, appelle un désajustement des pratiques du travail social par rapport aux pratiques des ménages. C'est-à-dire que la distribution des aides est très souvent fléchée par les travailleurs sociaux sur des postes de dépenses particuliers. Donc ça peut être justement sur le paiement des factures en priorité ou le paiement des loyers en priorité. Ils vont en premier lieu s'activer là-dessus et pousser les bénéficiaires à finalement affecter leur argent en premier lieu sur les postes de dépenses, ce qui est un désajustement par rapport aux pratiques des personnes. En fait, quand des gens qui font, que ce soit ce qu'on appelle de l'ethnocomptabilité, ou en tout cas vont s'intéresser à comment les gens comptent, comment les personnes en situation de précarité comptent, en fait, on se rend compte que le paiement du loyer ou de la facture d'électricité n'est pas forcément une priorité par rapport à la question de pouvoir manger ou mettre quelque chose sur, en tout cas sur sa table pour soi ou pour ses enfants dans ce cadre-là. Donc c'est plutôt dans ce cadre de réflexion moi que je manque sur ces questions. Mais par contre, effectivement, à un niveau,
sur les débats sur l'augmentation des minima sociaux, il y a aussi des débats sur les fusions entre les APL et le RSA et d'autres types de minima sociaux. Cette question, en tout cas, du coût du logement est un impératif, forcément, parce que les APL sont pas les mêmes en fonction de à quelle zone on appartient, et également, donc, le coût du logement n'est pas le même. Donc, si on mettait en place un revenu inconditionnel avec une fusion RSA-APL, pour le faire très schématiquement, à Paris ou dans d'autres régions où le prix du logement n'est pas du tout le même, ça n'aurait pas du tout les mêmes impacts. Donc, c'est vraiment quelque chose à prendre en compte et qui est pas assez souvent pris en compte, en tout cas, dans les débats militants ou les propositions qui proposent simplement une simplification, mais pas finalement prendre en compte la complexité dans la simplification qu'ils souhaitent faire. Je ne sais pas si je réponds à ta question. Merci. Oui, de toute façon, a priori, de toute façon, j'ai plus le contact avec Clément. Frédéric, toi qui as beaucoup travaillé sur le revenu minimum, tu peux ajouter quelque chose sur cette question? Alors là, oui, si vous voulez. Alors, vraiment, c'est important pour moi, c'est pas pour t'embêter, Marc, mais j'ai jamais travaillé sur le revenu minimum. J'ai travaillé sur le revenu inconditionnel. Inconditionnel. C'est vachement important ça, parce que pour moi, il n'y a pas de minimum pour exister. Et là, on rentre dans cette notion de, il ne s'agit pas de donner le minimum pour que les gens nous emmerdent plus, il s'agit de leur donner suffisamment pour qu'ils deviennent entrepreneurs de leur propre vie. Et pour devenir entrepreneur de son propre vie, de sa propre vie, il suffit pas d'avoir le ventre plein. Il faut plein de choses autour. Parce que si on a le ventre plein dans une société qui est vidée de tous ces services publics, qui est vidée de toutes ces substances qui nous permettent d'être heureux les uns avec les autres, je peux vous dire que ça ne servira à rien d'avoir le ventre plein. Donc, sur la partie revenu de base inconditionnel, c'est vrai que j'ai passé pas mal d'années de ma vie dessus. Et je suis arrivé à la conclusion que pour moi, même si je le votais pour 1 euro, c'est 1 euro par mois, pour vous donner une idée schématique, je le voterai, non pas, attention, à condition, j'appelle ça la révolution immobile, à condition bien sûr qu'aucune aide n'ait été supprimée pour cette 1 euro. Hein. Il faut que toutes les aides restent exactement les mêmes. Mais pourquoi je le voterai pour 1 euro? Parce que symboliquement, c'est l'idée qu'on peut donner de l'argent à quelqu'un sans qu'il produise un bien ou un service sur un marché en monnaie. Parce que le combat aujourd'hui, pour moi, il est plus sur la déconnexion des revenus d'activité, des revenus d'existence, que sur le montant. Même si, bien sûr, le montant, c'est important. Le lendemain, je me battrai pour que le montant augmente à un niveau qui permette aux gens de dire non à une activité marchande ou oui à une activité marchande et qui peuvent vraiment choisir leur activité en fonction de ce qu'ils les réalisent. Mais le plus important aujourd'hui, c'est d'accepter l'idée qu'un citoyen doit avoir un revenu suffisant pour choisir une activité qui le complète et qui peut aussi compléter la société. Et c'est pour ça que c'est super important le revenu de base inconditionnel, c'est-à-dire il n'y a pas de condition pour le toucher, c'est un revenu qu'on donne aux personnes pour qu'elles puissent choisir leur activité et qu'elles puissent avoir un rapport de force qui leur permette de dire non à des activités qu'elles ne veulent pas faire. Parce qu'aujourd'hui, il y a un chantage à la fin, c'est le cas de le dire, qui est absolument colossal, où des gens sont obligés de se mettre au travail dans des conditions de merde pour produire des produits de merde. Et ça, ils le font pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas les moyens de dire non. Donc, le revenu de base inconditionnel, pour moi, c'est la condition sine qua non pour passer à une société de l'émancipation, c'est-à-dire une société dans laquelle les personnes pourront décider face aux organisations. Et un deuxième élément très important qui m'a conduit à me lancer dans le projet Terra, c'est que moi, je vais me battre jusqu'à la fin pour que ce revenu de base inconditionnel soit contre-garanti par une production locale et durable. Et ça, on ne peut le faire qu'en le versant aussi en monnaie citoyenne locale. Pourquoi? Parce que si on verse un revenu de base inconditionnel en euros, qui va profiter de ce putain de revenu de base? Toutes les multinationales. Et on sait très bien que cet argent va rentrer dans la poche de ceux qui détruisent la vie. Donc, on ne peut pas verser un revenu de base inconditionnel en euros. En tout cas, pas la totalité. Une grosse partie, une partie substantielle doit être en monnaie citoyenne locale pour irriguer les territoires de vie de la force économique qu'on va créer. Et ce n'est que comme ça qu'on va pouvoir ensuite alimenter tout un réseau d'acteurs locaux et pas seulement des entreprises, des associations, les collectivités territoriales et toutes les personnes qui vivent dans ces territoires et qui vont pouvoir ensuite redévelopper un écosystème coopératif.
Mais pour ça, c'est super important que le revenu de base inconditionnel soit contre-garanti par une production relocalisée. Et c'est ce on est en train d'essayer de démontrer avec notre travail, c'est que si on arrive à le faire sur une petite cellule souche dans une commune rurale, et que cette petite cellule souche, elle arrive suffisamment à développer de résultats pour financer de nouvelles cellules souches, alors on pourrait avoir un nouvel outil de redéveloppement territorial qui pourrait après être vraiment, pour le coup, déployé sur le territoire à partir de nos zones rurales, parce que c'est là où les personnes devraient pouvoir habiter beaucoup plus, et plus seulement dans les grandes villes où on étouffe, ce qui permettrait de relancer toute l'économie de ces territoires. Et donc, l'idée, ce serait vraiment de commencer par les communes les plus petites, dans lesquelles on commencerait à verser sur une base inconditionnelle en monnaie citoyenne locale, contre-garantie par des productions relocalisées sur ce secteur, et puis progressivement, on augmenterait jusqu'à arriver à des villes beaucoup plus grandes, mais là, il va falloir qu'on soit beaucoup plus fort, parce que pour relocaliser la production d'une ville comme Paris, il va falloir quand même se lever très tôt le matin. Bon, en tout cas, merci Frédéric pour ce complément important. J'en profite pour relayer avant, parce qu'on dans 5 minutes, on va être obligé de conclure. Il y a 2 questions complémentaires, ou plutôt l'une de Jeannette qui dit: j'apprécie beaucoup le thème de ce débat. Cependant, faites-vous quelques recherches à l'échelle internationale sur certains points du globe dont le sol et le sous-sol sont très riches, malgré les systèmes politiques mis en place et où la majorité de la population vit dans la misère. Donc ça, c'est une première contribution. L'autre de Francine qui dit: excusez-moi, on ne donne pas un revenu, la société reconnaît le travail, la participation des citoyens et citoyennes à la vie commune. Voilà, qu'est-ce qui veut réagir là-dessus, sur cette question? Je veux bien réagir sur la solidarité internationale, puisque Ingénieurs sans frontières est à la base d'une association de solidarité internationale et l'est toujours. Et je renverrai vers pour le coup, les rapports d'Olivier De Schutter quand il a été rapporteur spécial pour le Conseil des droits de l'homme de l'ONU à l'alimentation, où il expliquait en fait que en permettant des développements endogènes, notamment agricoles, on pouvait augmenter les rendements de manière très significative sur place, bien plus qu'avec l'industrie chimique, et que donc il y avait surtout une nécessité à pouvoir préserver les économies locales pour pouvoir développer des innovations endogènes qui soient propres effectivement aux nécessités locales et non pas intégrées dans un marché mondialisé qui cherchait surtout à accaparer de la valeur, notamment ces fameuses ressources des sols. Mais il n'y a pas de, enfin, il y a des gens qui parlent de la malédiction des ressources ou des richesses minières, mais il faut, je pense, séparer à peu près cette question de la richesse des sols et de la capacité de développement des pays, parce qu'en fait, c'est très difficilement corrélable, et c'est plus la capacité de production agricole, de partage des ressources, et pour le coup, des partages de l'accès à la terre. Et très clairement, la capacité d'accès à la terre, notamment dans des pays où la population agricole est assez importante, est très intéressante. Et je termine juste sur l'idée que aujourd'hui, la majorité de l'alimentation mondiale est fournie par des petites agricultures familiales et ou paysannes, et absolument pas par l'agro-industrie, alors que ces agricultures ont accès à une minorité de la surface agricole utile mondiale. Donc là, il y a une vraie question de système. Donc, il y a une l'égalité d'accès aux ressources, et donc la déclaration des droits des paysans à l'ONU est hyper importante là-dessus. Et la mise en œuvre des droits des paysans est une réponse à ça. Après, à chaque territoire, à chaque société, d'apporter les solutions qui lui sont adaptées et qui seront décidées, j'y reviens, démocratiquement sur les territoires et pas imposées par en haut, et certainement pas par l'aide publique internationale et les banques de développement. Oui, et l'OMC qui a mis à mal des millions de paysans dans les pays qui ont peu de moyens. Alors, je vais être obligé malheureusement de conclure parce qu'on doit rendre l'antenne, comme on dit, à 17h45. En tout cas, j'en profite pour vous remercier pour ces 3 interventions complémentaires et extrêmement intéressantes. Dans le chat, vous avez des références aux différentes expériences. Pour Terra, il y a la référence au site terra.coop, je crois, sur lequel effectivement vous aurez beaucoup de littérature. Moi, j'ai lu notamment la partie de présentation du comité scientifique qui est assez longue, mais qui est extrêmement claire sur la présentation du
du projet. Pour la sécurité sociale de l'alimentation, ben, ça serait bien, je crois que je sais pas si tu as mis le lien, Tanguy, en tout cas sur le site d'Ingénieurs sans frontières, vous en saurez aussi plus. Je crois qu'aussi sur le site du réseau Salariat, il y a aussi pas mal de textes, donc c'est des points de référence. Mais si tu veux, Tanguy, tu remets des références aussi sur le site. Et puis Clément, j'ai mis les références dans le chatter, mais je les remets. D'accord, parfait. Alors Clément, je crois que j'ai pas directement le lien avec lui. Je sais pas s'il y a, à part le site de Grande Sainte sur lequel on a quelques pages sur l'expérience du revenu social minimum garanti. N'hésite pas à mettre aussi les références. Voilà. Merci à vous trois pour ce débat qui est important sur comment effectivement assurer un revenu décent. On n'a pas dit exactement comme ça, pour un accès à une alimentation de qualité, pour un accès digne pour toutes les personnes. Et à bientôt en tout cas. Voilà. Je sais pas exactement comment ça.